Hanouka, on va allumer des bougies. Ces bougies qu'on va allumer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, ces bougies ont pour fonction de nous redonner la vue. Vous allez me dire, mais t'es gentil, mais on n'est pas dans le noir, on n'est pas dans l'obscurité, on n'a pas besoin de bougies pour nous éclairer. Mais les bougies de Hanouka, elles ont une fonction très particulière qui est de rallumer une flamme très très spéciale, la flamme de la Neshama. En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on est sorti de l'exil grec, d'accord? Et la Grèce, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, Yavan? Eh bien, Yavan, ils ont essayé de nous mettre dans l'obscurité. Il y a écrit que le rocher, l'obscurité, c'est l'exil de Yavan. Et vous allez me dire, mais on voit très très bien. C'est quoi cette histoire de ne pas voir? On voit très bien. Alors, les bougies de Hanouka ont pour vocation, ont pour fonction de rallumer la lumière qui a été éteinte par l'exil de Yavan, par l'exil de la Grèce. Comment se passe cet exil? De quelle lumière on parle? De quelle obscurité on parle? Et qu'est-ce que la lumière de Hanouka est censée rallumer à l'intérieur de nous? C'est ça la question à laquelle on va répondre ce soir. Alors pour comprendre tout ça, eh bien il faut savoir que la Grèce, ils n'ont pas essayé de nous dominer, ils n'ont pas essayé de nous annihiler, ils n'ont pas essayé de nous détruire. Ils n'ont même pas détruit le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils sont arrivés en terre de Judée, où nous nous étions installés, il y a 2400 ans, eh bien, ils sont venus et ils ont souillé la lumière, l'huile de la Ménorah. La Ménorah dans le Beth Amikdash, d'où était issue la lumière du monde, la lumière divine, sont venus et hop, regarde, ils l'ont souillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez que le Beth Amikdash, il est en résonance avec le Ben Adam, avec la personne. Eh bien, la Ménorah, qu'est-ce qu'elle est, avec quoi elle est en résonance chez nous? Avec notre sagesse, avec notre intelligence. Eh bien, ils ont voulu quoi? Souiller nos esprits. Ils ont voulu, non pas dominer la terre de Judée, mais ils ont voulu dominer nos esprits. C'est-à-dire que Alexandre le Grand, celui qui est venu, qui a conquis la Judée, c'était pas, si vous voulez, un dictateur qui voulait nous détruire, etc. C'était pas du tout un sauvage, non. C'était l'élève de Aristote. Et pourquoi il a voulu s'étendre dans tout le globe terrestre? Eh bien, pourquoi? Pour diffuser la pensée grecque. Alors, comment ça marche? Comment ça marche cette chose? Eh bien, d'abord, la question c'est comment on fait pour mettre quelqu'un dans l'obscurité alors que normalement on voit très très bien. Deuxièmement, comment ils ont voulu s'y prendre, les Grecs? Eh bien, il y a marqué qu'ils ont essayé de nous faire oublier notre Torah. Oublier notre Torah? Mais je ne comprends pas. Si tu sais quelque chose, comment quelqu'un peut venir te le faire oublier? Si je sais comment je m'appelle Joy. Alors, comment quelqu'un va venir dire, je vais faire en sorte que tu oublies comment tu t'appelles? Mais je le sais déjà. Si je vois, comment quelqu'un peut me dire, bah, je vais te mettre dans le noir? Mais hé, Coco, je vois. De quoi tu me parles? C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que l'exil grec, c'est un exil très pernicieux. Et c'est un exil dont on célèbre en fait la victoire au moment de Hanouka, mais sachez que c'est un exil qui n'est pas fini. C'est un exil qui a commencé en fait il y a 2400 ans et qui se poursuit. Pourquoi? Parce qu'en fait le monde entier est teinté de l'obscurité de la Grèce. D'accord?
Alors comment ça marche? Comment ils ont essayé de venir façonner les esprits avec leur mode de pensée? Eh bien, ça s'est passé en 3 étapes. Et vous allez voir, ces 3 étapes, c'est ce qu'on va comprendre, comment on fait oublier quelqu'un qui il est. Comment on met quelqu'un dans le noir alors qu'à la base, il voyait très très bien. Et comment on lui fait oublier les choses essentielles. C'est quoi ces 3 étapes? La première étape, c'est lorsque Alexandre le Grand est arrivé en terre de Judée. Quand il est arrivé en Judée, waouh, il a rencontré le grand prêtre, le Kohen Gadol, Shimon HaTzadik. Et il s'est prosterné devant lui. Et il a vu que les Juifs étaient des gens extraordinaires, très très cultivés, avec une grande sagesse. Et lui, Alexandre le Grand, qui était le maître du monde tout entier, devant qui il s'est prosterné devant notre Kohen Gadol. Donc ça commence par quoi? On a l'impression, comme ça, de prime abord, que leur méthode, ça commence par un semblant d'admiration. Ensuite, deuxième étape, un siècle plus tard, arrive le successeur d'Alexandre le Grand, qui s'appelle comment? Ptolémée. Ptolémée, il vient et il fait une demande très particulière. La Torah, on va la traduire en grec. C'est-à-dire qu'en fait, on continue avec cette admiration mutuelle, on veut absolument intégrer la Torah à la sagesse universelle. Deuxième étape. Troisième étape, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, c'est ce qu'on connaît. Un siècle plus tard, ils vont commencer à interdire toutes les mitzvot, interdire le Shabbat, interdire l'étude de la Torah, interdire la Brit Mila, interdire absolument tout. Et là va commencer l'oppression. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence par une admiration, ça se poursuit par une assimilation et ça se termine par une volonté de destruction. D'accord? Ça, c'est le plan de Yavan, mais sachez que ça, c'est le plan de la société qui nous entoure. Alors on va y aller étape par étape et on va décrire chaque étape une après l'autre et en quoi c'est un exil qui est tellement actuel et comment retrouver la vue par rapport à ça. D'accord? On est parti? C'est bon? Vous avez accroché vos ceintures? Oui? Allez, on est parti. Alors, pour ça, pour comprendre en fait comment ça a commencé, cette idée d'admiration, cette idée que en fait au début ils nous ont mis sur un piédestal, eh bien il faut comprendre ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on a une rencontre entre 2 hommes. Notre juif à nous, c'est qui? C'est Yosef HaTzadik, d'accord? Et un autre dirigeant qui est qui? Qui est Pharaon, d'accord? Ça fait un peu penser à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hop, Aristote qui rencontre Shimon HaTzadik. Là, on a une rencontre dans la paracha qu'on lit systématiquement à Hanouka, la paracha de Miketz. On a une rencontre entre qui? Pharaon et Yosef HaTzadik. Et comment il va se présenter à Yosef HaTzadik à Pharaon? Comment Pharaon il va le voir? Pharaon va lui dire: oh, mais Yosef, il paraît que tu sais interpréter les rêves. Moi, j'ai fait un rêve et toi, il paraît que tu es génial dans l'interprétation des rêves. Et c'est là que tout commence. Quand tu viens voir quelqu'un et tu lui dis: tu es génial parce que. Quand tu viens voir quelqu'un et tu lui dis: tu vaux quelque chose parce que tu maîtrises un art, parce que ça tu arrives à faire, parce que ça tu réussis. Ah, c'est merveilleux. Sauf que Yosef ne rentre pas dans son piège. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Biladai. Ah non, non, mais moi je sais pas, je sais rien du tout, moi. C'est que Hachem qui sait, mais moi je ne maîtrise absolument pas. Pourquoi? Parce que Yosef n'a pas voulu rentrer dans la flatterie de Pharaon. Ce que Pharaon tente de faire avec Yosef, c'est ce que les Grecs ont tenté de faire avec nous, et c'est ce que la société occidentale tente de faire encore avec nous. C'est quoi? C'est prendre quelqu'un et lui dire: tu vaux quelque chose parce que tu réussis. Ah, c'est gentil, mais du coup, si je rate, je ne vaux plus rien. Tu sais, moi, oui, parfois je réussis, mais parfois j'ai des échecs. Je suis lumière et aussi obscurité. Or, vechocher. Or, vechocher,
c'est la même guématria que quoi? Que Israël. Moi, j'ai des moments de lumière, mais j'ai des moments où je me plante. Alors quoi? Si je me plante, du coup, je ne vaux plus rien. C'est-à-dire que, en fait, quand tu prends quelqu'un et tu lui dis « C'est génial, t'arrives à faire ça. Quoi, t'as eu un bac plus 5. Quoi, tu fais un PhD. Quoi, t'as eu HEC. Quoi, t'as réussi à avoir 150 000 followers. Quoi, t'as réussi à faire un événement avec 150 000 personnes, etc. etc. » Tu dis « Ouais, ok. Mais si j'avais pas réussi cet événement, si j'avais pas eu ce CV, si j'avais pas fait ça, ben, du coup, je vaudrais moins. » En fait, le piège de la société dans laquelle on est, c'est le piège de quoi? D'avoir une valeur relative à quelque chose qui est montrable et quelque chose qui est quantifiable. Ça fait que quoi? Ça fait de nous des êtres très vulnérables. Pourquoi? Parce que si je dépends du regard des autres, et si je dépends de mes réussites pour valoir quelque chose, eh bien du coup, je suis entre guillemets sur la sellette. Je n'ai pas une valeur qui est absolue. J'ai une valeur qui dépend de ce que si je réussis ou si je ne réussis pas. Et ça me fait quoi? Ça me fait dépendre avant tout du regard de l'autre. Et quand je dépends du regard de l'autre, eh bien, ça me fait plaisir quand on me flatte. Mais du coup, ça fait que parfois, je peux aller dans des mauvaises directions parce que je cherche la flatterie. Vous connaissez la fable du corbeau et du renard? Il a quand même perdu son fromage à cause de la flatterie. Et bien, sachez qu'on peut perdre beaucoup plus qu'un fromage à cause de la flatterie. Pourquoi? Parce que si du coup, je suis dépendante, des gens qui me disent « Ouais, bravo, tu arrives à faire ça, tu arrives à faire ça, tu arrives à faire ça, et tu t'exposes, et tu te montres, et tu te dis, tatati, tatata. » Mais c'est la course à quoi, en fait? Je vais vers où? Je vais vers là où on me dit bravo. Mais donc, ce sont eux qui vont fixer la direction, le parcours de ma vie. Si je suis dépendante de ça, mais du coup, c'est le piège qui nous guette. Vous comprenez? Ça veut dire aussi que quoi? Que si ma valeur, elle est quantifiable, ben en fait, ça veut dire que ma valeur, elle est finie. Elle est, on peut la résumer, quoi. Oui, ben voilà, elle a réussi à faire ça, 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 elle a fait comme ton truc. Mais attendez, quand on rallume les lumières de la Hanoukia, en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rallumer la lumière de notre Neshama. C'est pour ça qu'on l'allume avec du Hachemen, avec de l'huile, parce que c'est les mêmes lettres que Neshama. Pendant Shmoné Yamim, 8 jours, parce que c'est les mêmes lettres que Neshama. À chaque fois qu'on allume, le soir de Hanouka, on allume les bougies de la Hanouka, en vérité, on réaffirme le fait qu'avant tout, on est une Neshama. Et notre Neshama, elle n'est pas quantifiable. Notre Neshama, elle n'est pas mesurable. Notre Neshama, c'est une lumière infinie qui outrepasse tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde. Et qu'on n'essaye pas de nous réduire à quelque chose de quantifiable. Et chaque fois qu'on rallume la Hanoukia, c'est nous-mêmes qu'on se redéfinit comme étant quelque chose, un potentiel invisible, comme un potentiel extraordinaire, comme une lumière qui laisse une trace sur son passage. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un quitte ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On allume une ner neshama, une bougie. Pour dire, on pourrait faire autre chose comme commémoration. Non. Pourquoi les juifs, on allume une bougie? Parce qu'on vient se rappeler que chacun est une lumière. Et que même si la lumière a quitté le corps, la lumière continue de rester sur terre. Et qu'est-ce qu'on va raconter sur un défunt? On remarquera qu'on ne racontera jamais son CV. Oh, c'était un super patron vraiment d'une entreprise de 3200 employés à travers 44 pays dans le monde. Jamais on va raconter des choses comme ça. Ça va être son fils qui va raconter comment il allait avec la pêche avec son père, et que son père, il lui donnait une petite caresse sur l'épaule. C'était sa femme qui lui disait, tu sais, mon mari, à chaque fois que j'étais fatiguée, il venait me faire la vaisselle. C'est des choses que tu vas montrer sur ta story Instagram, ces choses-là. C'est des choses que tu vas montrer sur ton LinkedIn. Ça veut dire qu'en fait, on nous fait croire que l'essentiel, c'est secondaire et que le secondaire, c'est l'essentiel. Et donc, on réaffirme cette chose-là. Quand on allume les bougies de Hanouka, on réaffirme que contrairement à ce que les réseaux sociaux veulent nous faire croire,
Ce qui me définit, c'est pas mon profil LinkedIn. Ce qui me définit, c'est pas mon CV. Ce qui me définit, c'est pas mes mensurations pour certaines. Ce qui me définit, c'est pas mon élocution, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ce qui me définit avant tout, c'est ma lumière, c'est ma neshama. Et c'est toute ma lumière intérieure et tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, mes émotions, mes petits combats de chaque jour, mes petites victoires, tout ce que j'arrive à faire. Mais que jamais je pourrais mettre sur Instagram. Pourquoi? Parce que ça ferait une story nulle. Il n'y a que moi qui peux me rendre compte qu'en fait c'est la meilleure story de ma vie. D'accord? Ensuite, ça veut dire quoi? Si j'ai une valeur relative, on dit en hébreu erer zvivati. Si j'ai une valeur relative, d'accord? Vous commencez à comprendre, d'accord, vers où on va? Ça commence par la flatterie. Waouh, tu vaux quelque chose parce que tu fais ça. Ouais? Bah, du coup, ça veut dire qu'en fait, il faut absolument que j'étale pour valoir quelque chose. Il faut absolument que j'expose, que je m'expose pour être quelqu'un. À force de vouloir être quelqu'un, tu finis par être quelconque. Ça, c'est le piège. C'est le piège parce que du coup, en fait, on se retrouve dans une réalité virtualisée où tu es obligé de montrer tes vacances, tu es obligé de montrer ton dernier achat, tu es obligé de montrer ton dernier shopping. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vis à travers le feedback que toute la sphère sociale, elle te rend. Et donc, du coup, tu vis pas vraiment. Pourquoi? Parce que, regardez, si j'ai besoin qu'on me dise « Waouh, ça a l'air bon ce que tu manges », pour vraiment apprécier ce que je mange. Oui, parce qu'il y en a qui mettent les plats ce qu'ils mangent, d'accord, ils sont au resto. Si j'ai besoin de ça pour apprécier le goût des aliments, c'est qu'en fait, je suis en train de perdre le goût des aliments. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, on vit dans une réalité qui s'est virtualisée, on s'est virtualisé. C'est tout le concept. Les Grecs, c'était des grands exhibitionnistes. Ça veut dire que cette histoire d'exhibition, elle n'a pas commencé avec Instagram ou avec Facebook. Elle a commencé déjà il y a 2400 ans, sauf qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques de le faire. Mais on n'est qu'en train de dérouler ce principe-là. Ce que vous êtes en train de comprendre. Oui. Donc du coup, si j'ai besoin qu'on me dise « Ah, mais ça a l'air merveilleux ce que tu fais tes vacances. » Maintenant, toi, tu sais qu'en fait, il pleut et tout, mais tu as profité du rayon de soleil pour dire « Attends, 2 minutes, peut-être que si j'arrive à faire la photo comme ça, on va croire que... » Donc c'est grâce à ça que tu vas kiffer tes vacances. Et du coup, en fait, tu vas passer l'après-midi à regarder est-ce qu'on a liké, est-ce qu'on a partagé, est-ce qu'on a commenté. Mais elles sont où tes vacances? C'est vrai qu'il pleut, mais tu peux kiffer dans la gadoue aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je préfère aller sur la réalité virtuelle. Ça a l'air beaucoup plus ensoleillé. Et vous savez que le corollaire de l'exhibitionnisme, c'est quoi? Bah, c'est le voyeurisme. Forcément, s'il y en a quelqu'un qui s'exhibitionne, ouais, exhibite, merci, qui s'exhibite, forcément, c'est qu'il y en a qui regardent. Vous comprenez? Donc, je vais vous donner un truc. Ma grand-mère, à l'époque, Zichrona Livracha, quand elle regardait Les Feux de l'amour, elle savait que sous Hélène, c'était du fake. Mais quand toi, tu follow, je ne sais pas qui, non seulement tu la follow, mais tu crois que ce qu'elle te montre, c'est vrai. Alors qu'entre le moment où elle a fait la photo de famille merveilleuse avec son sourire, son mari, ses enfants et son sac Michael Kors, et qu'elle a posé le téléphone, elle a hurlé sur ses gosses. D'accord? Donc ma grand-mère avec Sue Hélène, elle savait que c'était du faux. Mais nous, en plus de ça, on croit que c'est du vrai. Et on se compare. C'est la suite logique. La comparaison, la compétition. Les Grecs étaient des grands férus de compétition. C'est quand même bien eux qui ont inventé les Jeux Olympiques. La Metsuyanout. La Metsuyanout, c'est l'excellence. Metsuyanout, c'est les mêmes lettres que Yavan. Ils ont inventé la compétition. Est-ce que je suis mieux qu'elle? Ah, mais toutes les filles que je vois, elles ont l'air d'être tellement des meilleures mamans que moi. Mais t'as pas vu ce qui s'est passé après quand elles ont posé le téléphone? Ah non, mais toutes les filles ont l'air tellement plus truc. Mais elle a fait 3 fois le filtre. On m'a expliqué ça. Tu peux le faire une fois, tu peux le faire une deuxième fois, tu peux le faire une troisième fois, tu peux le faire à l'infini. Ouais, t'as pas besoin de ça, toi. Moi non plus, mais vous non plus, personne n'a besoin de ça. Quand on le prend
Orkana, parce que effectivement, je vais faire une précision, elle est très importante. Il dit, le Well Rachel, que ce qui est quelque chose de public peut s'exposer. D'accord? Par exemple, j'ai vu quelque chose dans la rue d'intéressant, j'étais à un événement networking, n'importe quoi qui, par définition, est public. Donc, une recette, par définition, comme tu dis, Anna, c'est public. Il n'y a aucun problème à partager une recette, il n'y a aucun problème à aller regarder une recette. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez bien compris que c'est pas si simple que ça. C'est partager une vie. Donc, partage tes recettes, mais pas tes plans en famille. Partage un plan de vacances. Ah, il y a 50% sur l'hôtel Bidule à Dubaï, mais ne partage pas tes vacances. Partage les bons plans, il y a 20% sur Michael Kors, mais ne montre pas ton sac que ton mari t'a acheté Michael Kors. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, la limite. D'accord? Elle est là, la limite. Et merci pour ta question, parce que c'est hyper important. Je dis pas que je suis rétrograde, qu'il faut rien partager, que maintenant tout le monde repasse comme moi un téléphone de cachère avec rien du tout dedans. Ce qui est bien aussi, d'accord? Moi, je suis très heureuse comme ça. Mais, en tout cas, si on partage, et si on essaye de voir ce qui se passe, je vous en prie, ne tombez pas dans le piège de croire que ce que vous voyez, c'est du vrai. On est d'accord? Maintenant, on le sait au niveau cérébral, mais souvent le cœur, il suit pas. Et on est là comme ça avec la culpabilité de dire ah non mais c'est mieux, ah non mais le truc c'est mieux. Maintenant toi t'es là, t'as plus de jours de congé, tu vas mourir, t'es en vacances et tu commences à regarder ton téléphone de tous les gens qui sont en vacances. Elle est là en Thaïlande, elle est là à Dubaï, elle est des machins, les trucs. Et toi t'es là, tu regardes la pluie, la rama. Pourquoi tu t'infliges ça? Vous vous souvenez de la chanson de Alain Souchon? On nous afflige des désirs qui nous... Non, nous inflige des désirs qui nous affligent. Pourquoi tu t'infliges quelque chose qui t'afflige? D'accord? Vous vous rappelez de Alain Souchon? Donc c'est pour ça que Yosef il lui dit Biladai. Il lui a dit regarde, je t'explique mon pharaon. Je t'explique Alexandre le Grand. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu de me définir et de croire que je vaux quelque chose parce que je réussis. Parce que la réussite, elle dépend de plein d'autres paramètres que de mon talent ou d'autres choses. Et donc du coup, ça me met sur la sellette. Je me mets en fait, avec ta flatterie, comme le corbeau et le renard, je me mets dans une situation très très vulnérable. Ma valeur n'est pas relative non plus à ce que tu vas dire ou ce que tu vas penser de moi. Je sais que c'est dur, parce qu'on est très sensible à ça. Ma valeur n'est pas non plus relative à mon CV, d'accord? Et elle n'est pas non plus relative aux autres. Parce qu'on a chacune une lumière unique. Et c'est la lumière de notre Neshama. Et Hachem n'a pas créé deux individus uniques. Deux individus similaires, pardon. Chacun est unique. Et donc du coup, en fait, on se ressent sur la lumière de notre Neshama. On se souvient qu'elle n'est pas quantifiable. On se souvient qu'elle est infinie. On se souvient qu'elle est absolue. Et on se souvient qu'elle est unique. Et c'est ça, quand on rallume la lumière de la Hanoukia, liée à quelqu'un ce qu'il est. Donc c'est Shechicha, c'est l'oubli. C'est les mêmes lettres que Rocher, que l'obscurité. Tu veux mettre quelqu'un dans le noir, fais-lui oublier qui il est. Fais-lui croire qu'il n'est pas une valeur absolue et qu'il est une valeur relative à ce que on définit dans notre société. Et là, tu commences petit à petit à le mettre dans le noir. Vous sentez un peu la lumière qui commence à baisser? Oui? Non, c'est pas vrai. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire? Je vous dis, c'est très très pernicieux, c'est sur les années. Un siècle plus tard, alors qu'on a commencé à rentrer dans ce cirque de Yavan et à croire que bien, notre valeur, c'est ce qu'on arrive à faire et ce que disent les autres de nous et comment on arrive à être meilleur dans la compétition, etc., etc. Arrive un deuxième personnage, c'est Ptolémée. Ptolémée, il vient et il dit « C'est quoi cette Torah qui a l'air géniale? Est-ce qu'on peut la traduire ?» Et nos sages ne sont pas très très partants pour réaliser une telle entreprise, mais ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix, au risque de se faire zigouiller. Et donc, il va prendre 70 sages et il va leur demander de traduire la Torah en grec.
comme je vous dirais aujourd'hui, traduire la Torah en anglais, si vous voulez. Le grec à l'époque, c'était la langue universelle, que tout le monde comprenait. Et sur ça, nos sages, eh bien, on dit waouh, de nouveau l'obscurité qui s'abat sur le monde. Et pour cette raison-là, le fait qu'on a traduit la Torah en grec, ils ont décrété le jeûne du 10 Tevet. Alors là, tu dis, ah bon? Mais pourtant, c'est génial que la Torah elle soit accessible à tout le monde. C'est super. Imaginez, avant, elle était qu'en hébreu, maintenant, elle est en anglais, en espagnol, en français. C'est génial. Du coup, n'importe qui peut venir l'étudier et la comprendre. Pourquoi nos sages disent que c'est une catastrophe? Parce qu'en fait, c'est quoi le risque? De croire que quand tu ouvres la Torah, ben enfin, ce sont des simples histoires, des simples légendes, des mythes fondateurs. Vous connaissez les expressions de oui, ce sont des mythes fondateurs. Voilà. Et donc tu vas avoir des intellectuels qui vont s'asseoir autour d'une table et qui vont parler de Adam et de Ève et de trucs. Et tu dis attendez les amis, je crois que vous n'avez pas du tout compris. Quand la Torah dit Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement. Ça veut dire des millions de choses. Combien nos sages sont venus pour expliquer le mot Bereshit? Combien d'explications juste sur ce mot? Et toi, tu viens le réduire à sa définition en français, en anglais ou no matter what. Au commencement. Vous comprenez? Le Harizal vient et dit que derrière chacune des 600 000 lettres de la Torah se cache, dans chaque lettre, 600 000 interprétations. Et toi, tu veux me faire croire que c'est juste des légendes et des mythes fondateurs? Et tu veux me faire croire que Bereshit ne veut que dire au commencement? Tu veux me faire croire que le mot Kedoshim, sur lequel rien que le Or HaChaim, il a donné 80 explications, ça veut dire juste saint? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est comme une œuvre d'art. Une œuvre d'art, on la voit, on voit le relief, elle est magnifique, on a accès à cette chose-là. Arrive le photocopieur couleur, mais du coup, tout le monde a accès à cette œuvre d'art, c'est génial. Tu dis, mais non, c'est pas génial. Pourquoi? Parce que les gens risquent de confondre vraiment la vraie œuvre originelle avec des pâles copies. D'accord? Donc quand ils ont voulu traduire la Torah en grec, quand ils ont voulu l'intégrer en fait dans leur sagesse, eh bien en fait, ils ont voulu l'intégrer comme une sagesse, bah tu vois, il y a les maths, il y a les philosophies, puis il y a le judaïsme, quoi. Je dis, mais non, ça fait pas compris. La Torah, c'est l'intelligence divine. C'est la lumière du monde. C'est ce qui me permet de comprendre ce qu'est le monde. La lumière de la Torah, on dit que quand le fœtus il est dans le ventre de sa mère, alors il y a une bougie, comme la bougie de Hanouka, qui brille au-dessus de sa tête et qui lui permet de voir d'un bout à l'autre du monde. C'est quoi cette lumière? C'est la lumière du Or HaGanuz. C'est la lumière qu'on rallume à Hanouka. C'est la lumière de la Torah. C'est celle qui me permet de me dire ce qu'est le monde. Les Grecs, ils ont la science. La science, c'est quoi? J'expérimente. La science, c'est quoi? C'est je tâtonne. Je fais des thèses, je fais des théories. On va voir si ça marche. Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas grave. À ma postérité, on me contredira. Et donc, du coup, ils ont à chaque fois fait des nouvelles thèses, des nouvelles... Vous savez, c'est comme à l'époque, on nous disait, ah, la datation au carbone 14. Vous avez peut-être on a le même âge ou pas. Mais genre, c'était le truc kadosh. Du coup, on savait que la Terre faisait truc parce que datation au carbone 14. Maintenant, les jeunes, ils te regardent, non, mais ça marche pas du tout, ce truc, là, carbone 14, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, on prend la science comme quelque chose de lumineux, alors qu'en vérité, il nous dit le Maharal, ça ressemble à quoi la science? Ça ressemble à quelqu'un qui est dans le noir et qui essaye de comprendre ce qu'il y a autour de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tâtonne, il piétine, mais il trébuche. Puis là, il pense que c'est plutôt comme ça, mais c'est courbé, mais il n'est pas sûr. Puis il ne sait pas vraiment quelle couleur c'est, parce que sinon il est dans le noir. La Torah, c'est quoi? En fait, j'ai eu l'interlocuteur. Du coup, j'ai pratiquement pas besoin d'expérimenter parce que je vois la réalité que vous comprenez? Donc, tu peux pas intégrer une telle chose dans le panel des sagesses grecques, puisqu'en fait, c'est la sagesse divine.
c'est celle qui me permet de comprendre ce qu'est le monde. Mais ça, pour eux, les Grecs, c'était pas possible. C'était pas possible parce qu'ils étaient tellement sur d'eux, tellement arrogants, que pour eux, tout ce qui n'est pas montrable, quantifiable, ça n'existe pas. Mais est-ce que tu peux envisager dans ta vie que parfois tu ne sens pas des choses, mais tu les pressens? Que parfois tu ne comprends pas des choses, mais parce que c'est au-delà de ton intellect? Que parfois tu ne vois pas des choses, mais qu'elles existent vraiment? Si j'éteins la lumière maintenant, on est tous dans le noir, mais vous existez pourtant. Ah bah non, si je vous vois pas, vous n'existez pas. D'ailleurs, c'est le même principe que de mettre quelqu'un sur un piédestal, sur la flatterie. Du coup, il ne voit plus les autres. Ça m'est arrivé hier soir. J'étais à un cours. Celles qui étaient là, elles ont rigolé. Pourquoi? Parce que je suis arrivée, j'ai fait mon cours. Mais j'étais sous, comme on dit, sous les feux des projecteurs. Du coup, je n'ai vu personne dans la salle, sauf toi. C'est la seule que j'ai vue. Et du coup, celles qui sont revenues, ça, me disent ah, c'était sympa hier. Je ne t'ai pas vue. Et pourquoi je t'ai pas vue? Parce que quand moi, je suis sous le feu des projecteurs, tous les autres ont l'air d'être dans le noir. Est-ce que vous commencez à comprendre c'est quoi Yavan? En fait, Yavan, comprenez bien, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité du discernement. C'est l'obscurité du da'at. En fait, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et en vérité, c'est quoi la vraie obscurité? En fait, l'obscurité, c'est pas de mettre quelqu'un dans l'obscurité. C'est de lui faire croire que la lumière, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, c'est la lumière. La vraie lumière, c'est quoi? C'est la lumière du discernement. De comprendre que la lumière, c'est la lumière. L'obscurité, c'est l'obscurité. Et eux, comment ils ont réussi en fait à nous embrouiller le cerveau? Comment ils ont réussi à nous faire oublier qui on était? Comment ils ont réussi ce jeu-là? Eh bien, simplement nous faisant croire que ce qui était essentiel, c'était secondaire, et ce qui était secondaire, c'était essentiel. Et du coup, tu vois plus les choses. Avec la lumière, tout te paraît dans l'obscurité. D'accord? La dernière chose que ça vient rallumer. Troisième et dernière chose, c'est quoi? Il faut comprendre une chose, c'est que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait en troisième lieu? Eh bien, pour définir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il fallait penser, eh bien, ils se réunissaient régulièrement, ce qu'on appelle l'agora. C'est quoi l'agora? C'est une grande place. Chacun discutait d'idées, les experts avec les novices, peu importe ton diplôme, peu importe ton degré, peu importe l'expérience que tu as dans la vie, les jeunes, les vieux, on discutait. À la fin, on en tirait des conclusions et chacun rentrait chez lui et disait ce qui avait été dit à l'agora. Et du coup, bah c'est bien parce que tout le monde pensait la même chose. Tout le monde pensait la même chose. Mais est-ce que ce qu'il pensait, c'est vrai? Ah, mais ça a été dit à l'agora. Ah, mais ça a été dit sur le compte Instagram de Bidule Machin. Ah, mais ça a été dit sur Instagram. Bah du coup, c'est vrai. Alors souvenez-vous d'une chose. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tout le monde le porte que c'est bon. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Et ce n'est pas parce que tout le monde en consomme que ce n'est pas nocif. Vous comprenez? C'est le prêt-à-penser. Encore une fois, ça n'a pas commencé maintenant en fait. On est juste à la fin de la galoute et du coup, Yavan, c'est à fond les ballons. Mais c'est quelque chose qu'en fait, on a initié déjà il y a 2400 ans. C'est le prêt-à-penser. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On rallume l'intériorité. On rallume la Chanoukia. Comme pour dire, attends. Avant de vouloir m'imposer ce qui est beau, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, moi je vais déjà réfléchir par moi-même. Moi je vais déjà travailler mon discernement. Moi je vais essayer de réfléchir sur la vie. Moi je vais essayer d'apprendre la Torah. Moi je vais essayer de comprendre tout ça. Et ensuite, je suis prête à écouter tout ce que tu as à m'apporter. C'est-à-dire que chez eux, la lumière elle vient de l'extérieur vers l'intérieur. On pense à l'extérieur et hop, on ramène ça à la maison. Tandis que nous, on a nos petites lumières de Hanouka. Alors c'est vrai que ça fait un peu pâle à côté des grands sapins de Noël et tous les boules et les guirlandes et tout ce qui est éblouissant dehors. Mais nous, on a nos petites bougies de Hanouka parce qu'on se souvient qu'à la base, c'est une lumière qui doit partir de l'intérieur, partir de la Neshama pour aller vers l'extérieur. Parce qu'un juif, une personne, un individu,
se doit d'être lumineux et pas absorber tout ce que la société a à lui faire consommer. D'accord? Donc, quand on rallume les bougies de Hanouka, en vérité, on va rallumer 3 choses. C'est ce qu'on a dit ce soir. Ah, je suis obligée de vous lire ça. Je suis désolée. On me l'a envoyé, je vous dis, mais c'est juste magnifique. Je vous le lis. 3 minutes et ensuite on conclut. Ça a été écrit en 1956 par un philosophe. Et il dit comme ça. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, en limitant leur aptitude innée. Ensuite, on poursuit le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et en plus, sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus facile et élitiste, que le fossé se creuse entre ceux qui ont accès à la vraie information et ceux qui sont anesthésiés par un contenu commun. Surtout pas de philosophie, surtout pas de pensée. Il ne faut pas user de violence, mais de persuasion. On diffusera massivement via la télévision, on est en 1956, des divertissements qui vont flatter l'émotionnel et l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile, avec ce qui est ludique. Il est bon qu'il y ait des bavardages, des musiques incessantes pour empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier plan des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. On fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur. Et le conditionnement fera ainsi que toute personne aura peur d'être exclue de ce système et donc de ne pas avoir accès au bonheur. Gunther Anders. C'est ça. C'est ce qu'on vit. C'est pour ça que je dis que ce qu'on vit maintenant, c'est que le déroulé de quelque chose sur lequel, c'est pas pour nous faire peur. C'est juste pour comprendre en fait que quand on rallume les bougies de Hanouka, eh bien en fait on est en train de rallumer notre intériorité. Et on est en train de se immuniser contre toute cette pensée qui vient et qui veut venir, comme on a dit au début du cours, souiller notre esprit. C'est qu'on ne sait plus qui on est vraiment. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rallumer la lumière de la Neshama. Quand on allume les bougies de Hanouka, on allume les bougies de la Neshama. C'est qu'on a dit quoi? On ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rallumer la lumière de quoi? La lumière de la Torah. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on ne sait même plus qui on est, on a oublié qui on est. Eh bien, quand on va allumer la lumière, on va allumer la lumière du Or HaGanuz. C'est quoi la lumière du Or HaGanuz? C'est la lumière du discernement. Et on va se souvenir que quoi? Que premièrement, notre valeur n'est pas relative, elle est absolue. Qu'elle ne dépend pas de nos résultats, elle ne dépend pas de nos réussites, elle ne dépend pas de tout ce qu'on a à montrer, elle est avant tout intérieure et infinie. Deuxièmement, la lumière de la Torah. On va la rallumer à l'intérieur de nous. Pas qu'on nous fasse croire que la Torah, ce sont simplement des histoires. La Torah, c'est la lumière du monde. C'est ce qui nous permet de savoir qui on est. C'est ce qui nous permet de savoir ce que le monde est. Et troisièmement, on rallume, comme on a dit, la lumière du Or HaGanuz. Ça veut dire, ne viens pas me faire croire que ce qui est faux, c'est vrai. Ne viens pas me faire croire que ce qui est essentiel, c'est secondaire. Ne viens pas me faire croire que mes petites victoires de la vie, comme je ne peux pas les montrer, bah, du coup elles ne comptent pas, parce qu'en vérité elles sont extraordinaires. Ne viens pas me faire croire que des choses qui ont l'air ordinaires, comme le simple fait d'être en bonne santé, c'est quelque chose de ordinaire justement, alors qu'en vérité c'est extraordinaire. Ne viens pas m'aveugler avec ton éblouissement. C'est ça ce qu'on vient de dire à Yavan. Donc on rallume ces 3 lumières. La lumière de la Neshama, la lumière de la sagesse de la Torah, la lumière de la clairvoyance de l'esprit. Bezrat Hashem, à chaque fois, chaque soir de Hanouka, lorsque vous allumez vos bougies, demandez à Hashem
qu'il rééclaire votre lumière intérieure et qu'elle vous remplisse et que Bezrat Hashem, elle illumine tout votre entourage à l'extérieur. Sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus facile et élitiste, que le fossé se creuse entre ceux qui ont accès à la vraie information et ceux qui sont anesthésiés par un contenu commun. Surtout pas de philosophie, surtout pas de pensée. Il ne faut pas user de violence, mais de persuasion. On diffusera massivement via la télévision, on est en 1956, des divertissements qui vont flatter l'émotionnel et l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile, avec ce qui est ludique. Il est bon qu'il y ait des bavardages, des musiques incessantes pour empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier plan des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. On fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur. Et le conditionnement fera ainsi que toute personne aura peur d'être exclue de ce système et donc de ne pas avoir accès au bonheur. Gunther Anders. C'est ça. C'est ce qu'on vit. C'est pour ça que je dis que ce qu'on vit maintenant, c'est que le déroulé de quelque chose sur lequel, c'est pas pour nous faire peur. C'est juste pour comprendre en fait que quand on rallume les bougies de Hanouka, eh bien en fait on est en train de rallumer notre intériorité. Et on est en train de se immuniser contre toute cette pensée qui vient et qui veut venir, comme on a dit au début du cours, souiller notre esprit. C'est qu'on ne sait plus qui on est vraiment. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rallumer la lumière de la Neshama. Quand on allume les bougies de Hanouka, on allume les bougies de la Neshama. C'est qu'on a dit quoi? On ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rallumer la lumière de quoi? La lumière de la Torah. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on ne sait même plus qui on est, on a oublié qui on est. Eh bien, quand on va allumer la lumière, on va allumer la lumière du Or HaGanuz. C'est quoi la lumière du Or HaGanuz? C'est la lumière du discernement. Et on va se souvenir que quoi? Que premièrement, notre valeur n'est pas relative, elle est absolue. Qu'elle ne dépend pas de nos résultats, elle ne dépend pas de nos réussites, elle ne dépend pas de tout ce qu'on a à montrer, elle est avant tout intérieure et infinie. Deuxièmement, la lumière de la Torah. On va la rallumer à l'intérieur de nous. Pas qu'on nous fasse croire que la Torah, ce sont simplement des histoires. La Torah, c'est la lumière du monde. C'est ce qui nous permet de savoir qui on est. C'est ce qui nous permet de savoir ce que le monde est. Et troisièmement, on rallume, comme on a dit, la lumière du Or HaGanuz. Ça veut dire, ne viens pas me faire croire que ce qui est faux, c'est vrai. Ne viens pas me faire croire que ce qui est essentiel, c'est secondaire. Ne viens pas me faire croire que mes petites victoires de la vie, comme je ne peux pas les montrer, bah, du coup elles ne comptent pas, parce qu'en vérité elles sont extraordinaires. Ne viens pas me faire croire que des choses qui ont l'air ordinaires, comme le simple fait d'être en bonne santé, c'est quelque chose de ordinaire justement, alors qu'en vérité c'est extraordinaire. Ne viens pas m'aveugler avec ton éblouissement. C'est ça ce qu'on vient de dire à Yavan. Donc on rallume ces trois lumières. La lumière de la Neshama, la lumière de la sagesse de la Torah, la lumière de la clairvoyance de l'esprit. Bezrat Hashem, à chaque fois, chaque soir de Hanouka, lorsque vous allumez vos bougies, demandez à Hashem qu'il rééclaire votre lumière intérieure et qu'elle vous remplisse et que Bezrat Hashem, elle illumine tout votre entourage à l'extérieur. Bezrat Hashem.